Dans cet épisode, l'affaire Monique Olivier. C'est peut-être la dernière chance de connaître toute la vérité sur les crimes de Michel Fourniret. Depuis le 27 novembre 2023, Monique Olivier, l'épouse de l'ogre des Ardennes, comparaît devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin et le meurtre de 2 autres jeunes filles. Mais était-elle, comme elle le prétend, une épouse soumise et terrifiée, ou au contraire, sa complice consentante dans la perversité? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. C'est l'affaire criminelle la plus retentissante de ces 20 dernières années. En 2003, la France entière découvre, avec horreur, une série de crimes abominables commis par un couple pervers. Le procès de Michel Fourniret à présent, il se déroule devant la cour d'assises des Ardennes. Michel Fourniret s'est tristement illustré lors de la première journée de son procès à Charleville-Mézières. Pendant plus de 17 ans, Michel Fourniret et Monique Olivier violent des jeunes filles à travers toute la France et la Belgique. Un parcours meurtrier glaçant. C'est en matière criminelle un couple redoutable. Redoutable. Michel Fourniret et Monique Olivier ne sont pas seulement des pervers sexuels. Ils ont aussi fait main basse sur le trésor du célèbre gang des postiches à magots de 31 millions d'euros, qui leur permet de laisser libre cours à leurs pulsions. Il n'a pas de problème d'intendance, puisqu'au fond, il y a tout cet argent qui peut lui servir dans son parcours criminel. Finalement arrêté, le couple diabolique est jugé devant la cour d'assises des Ardennes en 2008. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Michel Fourniret, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Son épouse à la perpétuité, assortie d'une période de 28 ans de sûreté. Depuis quelques jours, Monique Olivier est à nouveau devant les jurés. Elle doit répondre de 3 meurtres, dont celui de la petite Estelle Mouzin. Et cette fois, elle est seule dans le box, car Michel Fourniret est mort en prison en 2021. Elle va supporter le poids du procès toute seule. Elle a des choses à dire, à répondre. Elle a un devoir de répondre. La cour et les jurés verront alors si Monique Olivier a été entraînée malgré elle dans les délires meurtriers de son mari, ou si elle a été une complice active qui l'aurait encouragée. Qui est vraiment Monique Olivier? Pour le savoir, nous avons interrogé les experts qui l'ont suivie pendant toutes ces années de captivité. Elle ne sait pas ce que c'est que l'amour. Elle n'a jamais rencontré l'amour. Mais aussi les magistrats qui l'ont envoyée derrière les barreaux. Elle sait que ses enfants vont être violés et vont mourir. Et rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Voilà, c'est ça, Monique Olivier. C'est d'une froideur, c'est totalement inhumain. Nous avons aussi donné la parole à son fils Selim, qui tente d'oublier ses parents indignes. Pendant 4 heures d'entretien, j'ai vu son vrai visage de manipulatrice, de menteuse. Grâce à ces témoignages exclusifs, vous allez découvrir le vrai visage de Monique Olivier. Tout commence dans les Ardennes belges, à Sarcustine, un hameau isolé à quelques pas de la frontière française. Le 27 juin 2003, à 6h du matin, c'est dans cette maison que 2 policiers se présentent. Ils cherchent la propriétaire d'une camionnette blanche. Une femme leur ouvre la porte. Elle s'appelle Monique Olivier. C'est pas par hasard que les policiers interviennent dans cette maison. Corinne Lange, journaliste à l'Ardennais. Puisque 24 heures plus tôt, une petite fille, une adolescente, Marie Assomption, a été enlevée à Ciney. On est à côté de Sarcustine, dans les Ardennes belges. La veille, en effet, une jeune fille de 13 ans, qui s'appelle Marie Assomption, est venue au commissariat pour déposer plainte contre un homme qui l'aurait fait monter de force dans sa camionnette pour l'agresser sexuellement.
L'homme, à un moment, lui dira « Mais moi, je suis pire que Dutroux ». Et Dutroux, en Belgique, ça ravive des souvenirs qui sont encore très récents avec la mort de Mélissa et de Julie. Dutroux, un nom qui fait peur. Le tueur en série pédophile de Belgique a été arrêté quelques années plus tôt, en 1996, pour avoir violé, torturé puis tué 5 jeunes filles. Il a été condamné à la prison à vie. Retour à Ciney, dans les Ardennes belges. Alors que le conducteur s'arrête à un stop, la petite Marie-Assomption réussit à s'échapper et arrête la voiture qui roule derrière eux. La jeune femme au volant fait monter l'adolescente et a la présence d'esprit de relever le numéro d'immatriculation de la camionnette et de le signaler à la police. C'est ce numéro qui conduit dès le lendemain les policiers belges au domicile de Monique Olivier. Dans la maison, Monique Olivier n'est pas seule. Un homme est assis dans le canapé. Il correspond au signalement donné par la petite Marie-Assomption. Serait-il l'auteur de la tentative d'enlèvement? Les policiers l'interrogent et contre toute attente, l'homme reconnaît les faits. Il lui demande alors son identité. Il dit s'appeler Michel Fourniret. Ce nom leur est inconnu. Mais pour les policiers, la tentative d'enlèvement ne fait aucun doute. Ils l'arrêtent sur le champ et perquisitionnent le domicile. Ils sont alors troublés par ce qu'ils découvrent. On trouve des choses extrêmement curieuses. Francis Nachbar, ancien procureur de la République de Charleville-Mézières. On trouve des fusils, on trouve de l'éther, on trouve des masques inhalateurs, on trouve des vêtements de petites filles. Alors que le couple n'a pas de petites filles. Donc c'est particulièrement intriguant et ça appelle pas mal de questions de la part des enquêteurs. Qui est cet homme? À quoi lui servent les objets retrouvés chez lui? Depuis quelques années, des jeunes filles ont mystérieusement disparu dans la région et les policiers se demandent s'ils n'auraient pas mis la main sur le responsable de ces disparitions. On a de plus en plus la conviction que Fourniret a peut-être fait autre chose que la tentative d'enlèvement de la petite Marie-Assomption. La conviction des enquêteurs belges se renforce quand ils découvrent dans leur fichier que Fourniret a déjà été condamné en France 20 ans plus tôt. De 1983 à 1987, il a été incarcéré pour viol et agression sexuelle sur des jeunes filles. Les policiers belges le placent immédiatement en détention. Les enquêteurs se posent également des questions sur la propriétaire de la camionnette, Monique Olivier. Qui est cette femme? Et que sait-elle sur les activités de son mari? Il la convoque au commissariat et découvre une femme discrète, effacée. Quand on rencontre Monique Olivier, on a l'impression d'une grande mollassonne. Didier Seban, avocat des parties civiles. De quelqu'un qui n'a pas une forte personnalité, qui n'a pas grand-chose à dire. Une mollesse apparente. Car en réalité, Monique Olivier va donner bien du fil à retordre aux policiers. Elle reste prostrée, c'est une femme prostrée, les yeux baissés. Cédric Vizard de Beaucarmé, procureur du roi au tribunal de Namur. Elle ne bouge pas d'un centimètre. Et de temps en temps, elle baissait la tête, ses grands cheveux noirs lui dissimulaient complètement le visage, et elle poussait des grognements assez spectaculaires. Une fois, c'était non, 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 enfin, c'était pas non, hein, c'était des grognements indiquant non. Une fois, c'était ça, dans l'autre sens, de haut en bas, et des petits cris un peu gutturaux, et c'est tout ce qu'elle faisait. Les enquêteurs ont toutes les peines du monde à lui soutirer le moindre mot. On lui posait une question, elle répondait 2-3 heures après. Jean-Luc Ployer, psychologue expert auprès des tribunaux. Enfin, c'était tout à fait étonnant. Ça faisait des heures et des heures qu'elle était sur sa chaise, sans bouger, sans boire, sans se lever, sans aller au petit coin, sans s'alimenter, rien. Une attitude qui finit par énerver les enquêteurs belges. Ils sont convaincus que Monique Olivier leur cache des choses.
Fourniret en prison, Monique Olivier, elle, est laissée en liberté. Mais les policiers vont lui mettre la pression. Pendant 1 an, ils la convoquent quasiment tous les jours au commissariat. Ils lui font subir plus de 300 interrogatoires. Mais Monique Olivier ne lâche rien. Elle a toujours ce comportement terriblement fermé. Elle dit qu'elle a oublié. Elle se tait pendant de longues minutes. Il faut répéter les questions, il faut la relancer. Elle paraît presque endormie pendant les interrogatoires. On a affaire à un bloc de marbre qui ne dit rien, qui ne pense rien, qui ne bouge pas. Monique Olivier ne craque pas. Mais un jour, au bout d'1 an, elle va commettre une erreur. Autorisée à visiter Fourniret en prison, elle ignore que des micros sont cachés dans le parloir. En l'écoutant, les policiers découvrent le vrai visage de Monique Olivier. Sur ce parloir sonorisé, on entend Monique Olivier qui se révèle telle qu'elle est, une maîtresse femme, sûre d'elle, et qui dicte à Fourniret sa ligne de conduite. Elle est plus raisonnée, plus intelligente et plus forte que Fourniret. Rien à voir avec son attitude lors des interrogatoires. À partir de ce moment-là, les policiers belges n'ont plus aucun doute. Monique Olivier leur a joué la comédie pendant 1 an. Alors dès le lendemain, ils la confrontent à l'enregistrement. Avec la pression qui s'accumule sur elle depuis 1 an, avec un interrogatoire tous les 3 jours, eh bien, elle craque. À bout de force, Monique Olivier révèle aux enquêteurs que Michel Fourniret a tué 2 jeunes filles. Une révélation qui résonne comme un coup de tonnerre. Monique Olivier donne même les noms des 2 victimes. Oui, Fourniret m'a effectivement dit un jour qu'il avait enlevé, violé et tué la petite Céline, et la même chose pour la petite Magnania. Moi, c'est ce qu'il m'a raconté, et voilà, mais je ne sais rien de plus. Le corps de Céline Saison, 18 ans, avait été retrouvé 3 ans plus tôt, en juillet 2000, dans le bois de Sunny, en Belgique. Celui de Magnana Tupong, 13 ans, avait lui aussi été retrouvé dans les Ardennes belges en 2001. 2 meurtres, jusque-là non élucidés. Pour en avoir le cœur net, le lendemain, les enquêteurs confrontent Fourniret aux révélations de sa femme. Et à leur grande surprise, il avoue les 2 meurtres. Commence alors ce que toute la presse appellera désormais l'affaire Fourniret. Après avoir avoué ces 2 meurtres, Fourniret se tait. Mais Monique Olivier, elle, ne s'arrête pas là. 2 ou 3 jours après, elle révèle 6 autres meurtres de Fourniret. Stupeur, Monique Olivier affirme que son mari est également l'auteur des disparitions de Isabelle Laville, Fabienne Leroy, Jeanne-Marie Desrameaux, Elisabeth Brichet, Natacha Danet et une certaine Farida Amiche. Des crimes qu'elle impute à son mari, mais au fil de ces révélations, les policiers se demandent si Monique Olivier n'a pas joué un rôle plus important qu'elle ne le dit. Finalement, avec tous les éléments qui s'accumulent, elle va rentrer dans les détails et reconnaître sa participation pour le moins active dans un grand nombre de meurtres. Ce n'est donc pas à un tueur solitaire que les policiers belges ont affaire, mais à un couple de meurtriers. Monique Olivier tente malgré tout de se faire passer pour une victime de Fourniret, une épouse soumise qui n'a pas eu d'autre choix que de suivre son mari. Elle a été victime de Fourniret, voilà, elle obéissait à tout ce qu'il lui demandait. Alain Bert, avocat des parties civiles. Et elle ne pouvait pas faire autrement, voilà. Même si elle essaye de minimiser son rôle, Monique Olivier est elle aussi mise en examen et incarcérée en juin 2004. Les policiers veulent alors en savoir plus sur cette femme mariée depuis plus de 20 ans avec Fourniret. Épouse dominée,
ou femme manipulatrice? Qui est Monique Olivier? Femme soumise ou femme maîtresse? Corinne Lange, journaliste à l'Ardennais. Pour connaître Monique Olivier, les enquêteurs font ce qu'on fait dans pareille enquête. On remonte le passé de cette femme. Monique Olivier grandit en Touraine, dans une famille sans histoire. Elle a eu une enfance tout à fait classique. Elle n'a pas eu des parents qui l'ont battue. Ça n'a pas été une enfant martyre ou quoi que ce soit. Ses proches disent qu'elle était une petite fille timide. À l'école, elle avait très peu d'amis. Elle était plutôt repliée sur elle-même dans son coin. Seule fille de la famille, elle grandit avec ses 2 grands frères. Une adolescence aussi un petit peu difficile, mal dans sa peau, elle sait pas trop où elle en est, etc. Et surtout, elle a besoin de reconnaissance. Elle a le sentiment que dans sa jeunesse, son enfance... Richard Delgen, avocat de la défense. On considère qu'elle n'est pas capable de faire grand-chose et qu'elle est un petit peu le petit canard noir de la famille, en tout cas comme ça qu'elle le décrit. Donc on va lui dire, tu n'es pas capable de faire des études, toi t'es pas comme tes frères, etc. Et donc elle va faire une école de secrétariat. Timide, complexée, Monique Olivier travaille comme dactylo chez un gérant d'immeuble. À 22 ans, elle fait la connaissance d'André, un homme de 13 ans son aîné. Ils vivent ensemble et auront 2 enfants. Mais Monique n'est pas heureuse. Elle raconte qu'elle a été maltraitée. Elle va décrire un homme difficile, violent, l'ayant prostitué, l'ayant également agressé physiquement. Elle le décrit comme un tortionnaire, qui l'aurait forcé, qui l'aurait quasiment noyé dans une baignoire. Lui, le dément absolument. Quoi qu'il en soit, après plus de 10 ans de vie commune, le couple se sépare en 1982. Monique Olivier a 34 ans. Elle quitte le domicile conjugal en abandonnant ses 2 enfants. Un choix qui commence à éclairer les policiers sur le profil psychologique de cette femme. On peut s'interroger aussi sur sa fibre maternelle, parce qu'elle abandonne le foyer conjugal, mais elle abandonne également les enfants. Elle n'a pas du tout demandé la garde de ses 2 enfants. Elle n'a jamais cherché à avoir de nouvelles de ses enfants. Ses enfants ne lui donnent pas de nouvelles. Francis Nachbar, ancien procureur de la République de Charleville-Mézières. Elle n'a aucun instinct maternel, aucun amour maternel. Seule, Monique Olivier tente de refaire sa vie. Elle s'installe à Nîmes, dans le sud de la France, et elle se marie un peu plus tard avec un étudiant américain qui souhaitait obtenir la nationalité française. Un mariage blanc, ou presque, qui ne durera que quelques mois. Monique Olivier a 35 ans et sa vie sentimentale est un désastre. C'est une femme qui, dans ses mariages ratés précédents... Frédéric Mazet, journaliste. N'a pas trouvé l'amour, en tout cas ne l'a pas vécu comme elle l'aurait voulu ou comme elle l'a fantasmé, évidemment. Chose très importante, à mon sens, Madame Olivier me dira qu'elle ne sait pas ce que c'est que l'amour. Elle n'a jamais rencontré l'amour. Mais bientôt, une petite annonce va changer sa vie. Elle travaille comme aide à domicile chez une femme handicapée et un jour, alors qu'elle feuillette un hebdomadaire catholique, Le Pèlerin, elle tombe sur ces 3 lignes publiées par un détenu. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. Ce détenu s'appelle Michel Fourniret. Il est incarcéré à Fleury-Mérogis depuis 1983 pour viol et agression sexuelle. Et il n'a pas publié cette petite annonce n'importe où. Chez Fourniret, tout est symbolique. Dans le Pèlerin, c'est pas par hasard non plus. On recherche un petit peu les âmes perdues. Monique répond à l'annonce. Et c'est le début d'une relation perverse qui va les unir pendant plus de 20 ans. Elle écrit en disant voilà quelqu'un qui est seul, moi je suis seul, peut-être que nos solitudes vont pouvoir se rencontrer et que ça va m'apporter au moins une présence. Cette femme est en quête, c'est une quête éperdue, et cette quête éperdue va trouver tout son sens dans la rencontre avec Fourniret en prison. Les échanges commencent sur un mode courtois.
Alors, au début, la correspondance, elle est un peu une correspondance de patronage. Comment allez-vous, madame? Aimez-vous les roses rouges, les roses blanches? Que pensez-vous de l'interprétation de telle sonate de Bach? C'est la première fois dans sa vie qu'un homme lui dit qu'elle est belle. Jean-Luc Ployer, psychologue expert auprès des tribunaux. Qu'un homme lui dit qu'elle est intelligente. Ça, c'est la première phase de séduction. Il va lui donner une existence. Et comme elle n'existe pas et qu'elle n'est rien, elle n'a jamais choisi le nom de ses enfants, elle n'a jamais choisi le lieu où elle travaillait, elle n'a jamais choisi ses études, elle n'a jamais choisi sa vie. Monique Olivier est séduite. Et très vite, les échanges prennent un tour beaucoup plus intime. Petit à petit, il y a une déviance qui commence à s'installer dans les mots, dans les intentions. Fourniret lui dit qu'il est très vexé ou très déçu que les femmes qu'il ait rencontrées n'aient pas été vierges. La virginité des femmes. Une obsession pour Fourniret. Un délire qu'il ne cache pas à Monique Olivier en employant des expressions un peu particulières. Il fait part effectivement de son fantasme de la virginité, et les MSP, excusez-moi du terme, mais ce sont les membranes sur pattes, c'est-à-dire des jeunes filles vierges. Des propos qui n'effraient pas Monique Olivier. Bien au contraire, elle rentre dans son jeu et elle flatte sa cruauté. Elle l'appelle « mon fauve » et dit être sa mésange. Elle se confie aussi sur les souffrances que son premier mari lui aurait fait endurer. Fourniret lui propose alors un pacte diabolique. Il lui explique qu'il attend d'elle Gérard Chemla, avocat des parties civiles. Qu'elle lui fournisse des sexes de jeunes filles et qu'en échange, il réglera le problème de son mari. Elle souscrit totalement. Elle lui dit « je serai très fière d'aider mon fauve et de faire en sorte qu'il puisse assouvir tout ce qu'il veut assouvir ». Quelques semaines plus tard, le 22 octobre 1987, Fourniret sort de prison. Il a 45 ans. Monique Olivier l'attend sur le trottoir. Et à peine 2 mois plus tard, le couple entame une carrière criminelle qui va durer pendant près de 17 ans et coûtera la vie à 11 jeunes filles. Ça devient en matière criminelle un couple redoutable. Redoutable. Hein. Michel Fourniret et Monique Olivier s'installent dans un village de l'Yonne, à Saint-Cyr-les-Colons, dans cette petite maison. Et leur première victime, c'est Monique qui l'a choisie sur des critères très particuliers. Elle repère une jeune femme qui avait à peu près l'âge qu'elle avait quand elle a eu sa première relation sexuelle et qui lui ressemble. Donc elle sélectionne quelqu'un qui est son double finalement, de 20 ans plus jeune, mais qui est son double. Cette jeune fille est une lycéenne de 17 ans. Elle s'appelle Isabelle Laville. Ce 11 décembre 1987, il est 16h30 lorsqu'elle sort du lycée d'Auxerre. Un quart d'heure plus tard, elle n'est toujours pas rentrée et sa maman s'inquiète. Ma fille était réglée comme une horloge suisse. Et j'étais là en train de repasser, je l'attendais. Donc elle arrivait vers 5h moins 10, 5h moins 5, grand maximum. Quand j'ai vu qu'il était moins 5, elle n'était pas là. J'ai pris la voiture pour faire le chemin à l'envers. Rien, je suis rentrée. J'ai appelé le collège. Ils ont fouillé partout. Ils n'ont rien trouvé. Et pour cause. Quelques minutes plus tôt, Isabelle marche sur le trottoir quand une camionnette blanche arrive à sa hauteur. Au volant, Monique Olivier. Elle se fait aborder sur le chemin par une conductrice qui lui demande une adresse. Et elle lui dit « je cherche un médecin, je suis perdu, est-ce que vous voulez monter dans le véhicule ?» Didier Seban, avocat des parties civiles.
Évidemment, cette jeune fille ne se méfie pas, il s'agit d'une femme. Après, elle se dit qu'il n'y a aucun risque. Et là, Isabelle Laville monte dans le véhicule. Le piège vient de se refermer. Quelques centaines de mètres plus loin, un homme fait du stop, un jerrycan d'essence à la main. Monique Olivier lui dit on va s'arrêter. Et en panne d'essence, on le déposera à la prochaine station essence. Alain Bert, avocat des parties civiles. Là encore, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Et l'inconnu monte dans la voiture. C'est Michel Fourniret. À peine monté dans la voiture, Fourniret lui passe très vite un lien autour du cou. Monique Olivier lui fait avaler de force un calmant puissant. Il lui donne du rohypnol, un nombre important de cachets. Elle est complètement comateuse quand il la monte, enroulée dans un tapis pour pas que les voisins la voient. Une fois dans la maison, le calvaire continue, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Il va tenter de la violer, il va avoir une panne sexuelle. Elle va l'aider à reprendre de la vigueur. Et puis bon, quand il en a marre, il l'étrangle. Et puis ensuite, il se débarrasse du corps dans un puits qu'ils ont repéré préalablement. Et le corps reste au fond de ce puits de 30 mètres de profondeur, 19 ans. Un meurtre commis à 4 mains qui semble avoir fusionné le couple. Et quelques semaines plus tard, Monique Olivier découvre qu'elle est enceinte. On peut imaginer que ce soit un simple fait du hasard d'avoir eu des relations sexuelles dans les jours qui ont suivi l'assassinat. Mais la seule chose qu'on peut déduire, c'est que le fait d'avoir violé, assassiné, étranglé une jeune femme, ça ne les a pas empêchés d'avoir des relations sexuelles. Est-ce que ce meurtre les a excités sexuellement au point de concevoir un enfant? Je me pose la question. Avec cet enfant qui arrive, le couple va devoir faire face à de nouvelles dépenses. Problème, leurs revenus sont maigres. Fourniret est au chômage. Ils vivent d'allocations. Mais ils vont trouver très vite une solution pour devenir riches, très riches. Lors de son séjour en prison à Fleury-Mérogis, Fourniret partageait sa cellule avec un braqueur, un certain Jean-Pierre Elgouarche. Jean-Pierre Elgouarche, c'est pas tout à fait le même niveau. Jean-Pierre Elgouarche, c'était un braqueur, un vrai braqueur, un beau voyou. Francis Nachbar, ancien procureur de la République de Charleville-Mézières. Et comme Fourniret était totalement servile vis-à-vis de Elgouarche, lui faisait tout ce qu'Elgouarche souhaitait, eh bien, Elgouarche l'a pris un peu en protection. Une fois sorti, Fourniret rend visite régulièrement à son ami Elgouarche. Et lors de l'un de ses parloirs, le braqueur lui demande un service. Le gars lui dit que partie du trésor du gang des postiches, du résultat de ces braquages, a été caché dans un cimetière en région parisienne. Un trésor fabuleux, estimé à 200 millions de francs de l'époque, soit 31 millions d'euros. Elgouarche lui confie qu'il serait enterré ce trésor au cimetière de Fontenay en Parisie, dans le Val d'Oise. Et le gars lui dit ça serait bien de récupérer ce trésor rapidement parce que tout peut arriver, quelqu'un peut le piquer, quelqu'un peut le découvrir. Elgouarche propose alors un marché à Fourniret. Déterrer le butin pour le cacher, en échange de quoi il empochera 500 000 francs. Mais le braqueur méfiant pose quand même une condition. Il va lui dire il faut récupérer cet argent à tel endroit, mais il faudra que tu y ailles avec mon ami Farida Amish. Le couple a une idée derrière la tête, rafler tout le magot, et pour cela, il faut se débarrasser de Farida Amish. Première étape, endormir sa méfiance. C'est Monique Olivier qui s'en charge, en lui passant un coup de fil très amical. Rendez-vous est pris. En avril 1988, à la nuit tombée, le trio entre dans le cimetière.
Monique Olivier, Farida Hamish, Michel Fourniret se rendant dans ce cimetière pour récupérer des lingots d'or, des pièces, beaucoup d'argent que le gang des postiches avait abandonné à cet endroit. Le trio s'en saisit sans difficulté et va le planquer, comme convenu, dans l'appartement de Farida. Michel Fourniret, bricoleur, il va faire une cache dans l'appartement de Farida Hamish. Elgouarch pense que le trésor est maintenant en sécurité chez son amie Farida. Mais le couple Fourniret passe à la deuxième étape de son plan diabolique. Il attire Farida dans un traquenard. Fourniret demande un service à Farida et lui dit « Écoute, j'ai besoin de toi, j'ai un truc à faire en région parisienne, il faut que tu viennes avec moi et Monique Olivier. » Farida ne se méfie pas. Arrivée sur place, Fourniret l'étrangle. La jeune femme se débat. Alors, Monique Olivier l'achève. Il l'étrangle et Monique Olivier la poignardait avec une baïonnette en même temps parce qu'il n'arrivait pas à l'étrangler. Le couple se débarrasse du cadavre et fait main basse sur le magot. Plus de 30 millions d'euros. Le corps de Farida Hamish ne sera jamais retrouvé. Grâce à sa nouvelle fortune, le couple n'a plus aucune limite. Il va pouvoir se lancer dans un parcours criminel à grande échelle. Discrètement, ils achètent un château isolé dans la forêt des Ardennes, le château de Sautou, qu'ils n'habiteront quasiment jamais, mais dont le parc sera le tombeau de la plupart de leurs futures victimes. Pour ne pas attirer l'attention sur eux, ils achètent également une modeste maison à Floing, à quelques kilomètres de leur château. Monique a 40 ans, elle est enceinte de 7 mois. En 2008, nous avions rencontré leurs voisins. Là, au départ, il vivait ici, avec ces deux pièces-là. Là, on est dans la chambre où Monique et Michel dormaient. De là à chez nous, il y a quoi? Il y a 25 mètres, tout le bout du monde. Hein. On le voyait pratiquement tous les jours. On n'a absolument rien remarqué, ni dans son comportement, ni dans le comportement de son épouse d'ailleurs. Lui, c'était quelqu'un de bien, il faut reconnaître ce qu'il est. C'était vraiment un gars qui présentait bien, un gars qui avait une certaine élocution. On voyait qu'il avait une instruction, une intelligence au-dessus de la moyenne. Elle, non, elle était renfermée quand même. Elle causait pas beaucoup. Elle était moins coquette que lui. Lui, il était quand même toujours bien habillé, toujours bien propre, toujours bien mis. Travailleur, courageux même. Hein. Il bossait du matin au soir à faire n'importe quoi. Que elle, non, je la voyais pas faire grand-chose. Les voisins sympathisent à tel point que les cadets invitent le couple Fourniret à la communion de leur fils. Fourniret joue même les bouts en train. Personne ne s'imagine alors que ce couple de joyeux fêtards a déjà commis les pires atrocités et que son parcours criminel ne fait que commencer. Le couple Monique Olivier, Michel Fourniret est désormais bien installé. Monique Olivier est enceinte. Corinne Lange, journaliste à l'Ardennais. Alors plutôt que de vivre confortablement chez elle et de laisser faire Michel Fourniret, non, Monique Olivier, elle va jouer de ce statut de femme enceinte pour attirer les proies destinées à Michel Fourniret. La nouvelle proie, c'est une jeune fille de 20 ans. Elle s'appelle Fabienne Leroy. Nous sommes en août 1988. Monique Olivier est enceinte de 8 mois. Et elle profite de son ventre rond pour amadouer la jeune fille. Elle prétexte une urgence médicale. La jeune étudiante ne se méfie pas et elle monte dans la camionnette. Elle est retrouvée morte le lendemain, à proximité du camp militaire de Mourmelon, violée puis abattue d'un coup de fusil. Là encore, Monique Olivier joue les premiers rôles. Comment on peut utiliser son état de femme sur le point d'accoucher pour enlever des gamines? Comment on peut effectivement faire ça? Je veux dire, cette chose absolument épouvantable que personne n'avait jamais imaginée. C'est évident. Une question qui hante la maman de Fabienne depuis plus de 30 ans.
Quand on a des enfants, on les protège et on protégera n'importe quel enfant. Hein, là, elle aide son mari à tuer des enfants. Même si c'est pas les siens, elle n'a pas la fibre maternelle, c'est pas possible. Un mois plus tard, le 9 septembre 1988, Monique Olivier donne naissance à un garçon que le couple prénomme Selim. Alors on peut imaginer que la fibre maternelle qu'elle avait mis de côté il y a quelques années puisse ressurgir. Elle fait un enfant avec l'homme qu'elle aime. Bon, elle va peut-être s'occuper de son fils et finalement se mettre en retrait du parcours criminel de Michel Fourniret. Il n'en sera rien. Bien au contraire, Selim va même être utilisé par ses parents comme un instrument dans leur parcours criminel. Quelques mois plus tard, Fourniret jette son dévolu sur une jeune fille qui vit dans un établissement religieux de Charleville-Mézières. Elle s'appelle Jeanne-Marie Desrameaux. Elle a 22 ans. Pour la mettre en confiance, c'est Monique Olivier qui l'appelle. Elle l'invite à un goûter. Jeanne-Marie ne se méfie pas. S'il n'y a pas Monique Olivier, Jeanne-Marie Desrameaux, elle ne se serait jamais rendue chez Michel Fourniret. Didier Sebon, avocat des parties civiles. Elle ne serait jamais tombée dans ce piège. Thé, café, petit gâteau. Jeanne-Marie se sent bien au sein d'une famille en apparence classique, avec un nouveau-né dans un couffin. Le soir, il la ramène chez les sœurs. Quelques jours plus tard, Jeanne-Marie revient en toute confiance. Mais cette fois, Fourniret l'interroge d'emblée sur sa virginité. Choquée, elle tente de s'enfuir. Fourniret la rattrape. Elle se débat, fait du bruit. Alors Monique intervient. Elle va chercher du sparadrap pour le mettre sur la bouche de Jeanne-Marie Desrameaux pour qu'elle ne puisse pas crier, pour que les voisins ne puissent rien entendre. Jeanne-Marie est mise à mort par le couple et enterrée dans le parc du château de Sautoux. Malgré lui, Selim, qui n'a que 6 mois, a joué un rôle dans cet assassinat. L'enfant a servi d'appât. Il a été instrumentalisé. Jean-Luc Ployer, psychologue expert auprès des tribunaux. Objectivé dans la mise en scène, le mode opératoire criminel du couple, si vous voulez. Et quand il ne sert pas d'appât, Selim n'intéresse guère ses parents. Le père, il était extrêmement dur avec ce petit garçon. Ça ne le préoccupait pas plus que ça, en quelque sorte. Et puis elle, son rôle de protection de son fils n'était pas prioritaire. Selim était là, n'a pas été pris en charge dans un rapport de parentalité harmonieux, que ce soit le père ou la mère. On peut clairement dire que Monique Olivier n'a aucune fibre maternelle. Selim va grandir dans un foyer où le père est brutal, la mère n'est pas là pour le protéger, le gamin ne vit pas dans un foyer aimant. Selim, qui a aujourd'hui 35 ans, a changé de nom et cache son visage. Il s'est confié exceptionnellement sur son enfance lors d'une interview dans laquelle il affirme qu'il ne s'est jamais rendu compte de rien. Il ne faisait rien devant moi, il ne parlait pas de tout ça devant moi. Selim, fils de Michel Fourniret et Monique Olivier. Il ne ramenait pas les filles à la maison devant moi, il ne faisait rien devant moi. Il n'en parlait pas ouvertement devant moi, donc non, moi je savais rien. Quand l'affaire a éclaté, il a découvert le rôle que ses parents lui ont fait jouer. Moi, à l'époque, j'étais juste l'appât, l'enfant qui servait à faire venir les filles. La jeune fille posée sur la route. Pour mon fils est malade, est-ce que vous pouvez m'indiquer un médecin? Dans son couffin, Selim va participer à un tour de France du crime. Grâce à l'argent du gang des postiches, le couple Fourniret est riche et il peut élargir son territoire de chasse.
Évidemment, les moyens sont un peu illimités, puisqu'il a ce trésor. Et il n'a pas de problème d'intendance, puisqu'au fond, il y a tout cet argent qui peut lui servir dans son parcours criminel. Fourniret et Monique Olivier utilisent cet argent pour voyager et pour commettre des crimes à travers toute la France. À Auxerre, en 1988, Marie-Angèle Domès, 18 ans, sort de son foyer. C'est la dernière fois qu'on la voit. Quelques mois plus tard, à Rezé, Natacha Danet, une adolescente de 13 ans, est enlevée. Son corps est retrouvé sur une plage. En 1989, dans la région de Namur, en Belgique, une jeune fille disparaît mystérieusement. Elle a 12 ans. Elle s'appelle Elisabeth Brichet. Une petite écolière, toute gentille, à peine adolescente. Cédric Vizard de Beaucarmé, procureur du roi au tribunal de Namur. Elle va passer l'après-midi chez une copine, comme ça se passe évidemment de manière tout à fait normale dans une famille normale. Michel Fourniret et Monique Olivier viennent de trouver leur nouvelle proie. Madame Olivier est dans la voiture et le petit Sélim est derrière. Donc ils sont 3 dans la voiture et Fourniret dit « celle-là, il me la faut ». Il arrête sa voiture et pendant 3 heures, ils restent ensemble, à 3, dans le véhicule, en attendant que la petite Elisabeth sorte de la maison de son ami. Quand Elisabeth quitte enfin la maison, le couple passe à l'action. C'est Madame Olivier qui l'aborde et qui lui dit « Tiens, nous cherchons un médecin parce que mon bébé, le petit Sélim, est malade. Est-ce que tu ne pourrais pas nous indiquer un médecin ici dans les environs, etc. » Et Elisabeth dit « Ah oui, mais il y a mon docteur qui est là, 2 rues. » Et donc Madame Olivier lui dit « Viens, monte dans la voiture, tu vas nous montrer l'adresse du médecin, comme ça on pourra soigner Sélim. » Et là, Elisabeth, elle monte dans la voiture et à ce moment-là, c'est l'enlèvement. Une fois chez eux, Fourniret découvre que la jeune fille a ses règles. Et c'est encore une fois Monique qui va prendre les choses en main. Pour que Fourniret puisse la violer dans des conditions acceptables, entre guillemets... Francis Nachbar, ancien procureur de la République de Charleville-Mézières. Eh bien, lui fait sa toilette intime. Ça ne lui pose aucun problème. Voilà, c'était ça, Monique Olivier. C'est d'une froideur, c'est totalement inhumain. La participation de Monique Olivier ne s'arrête pas là. Elle va encore aider Fourniret à violer la jeune fille. Quand il n'arrive pas à violer la petite Elisabeth par faute d'érection, il a des problèmes d'érection, Fourniret, eh bien, elle lui dit « Bah oui, mais tu ne devrais pas leur parler ». Et puis aussitôt, elle lui fait une fellation pour qu'il puisse la violer, comme elle a fait pour la ville. Elisabeth Brichet ne sera pas la dernière victime du couple diabolique. Michel Fourniret et Monique Olivier vont violer et tuer 11 jeunes filles en France et en Belgique pendant 17 ans, de 1987 à 2003, avant de se faire enfin arrêter par les policiers belges à Sarre-Custine. Le 27 mars 2008, ils sont jugés devant la cour d'assises des Ardennes à Charleville-Mézières. Un procès hors norme. 400 journalistes venus du monde entier ont fait le déplacement. Les familles des victimes sont toutes là. Elles vont enfin découvrir le couple qui a supplicié leur fille. Le procès, ça nous permet une certaine guérison, un certain apaisement, mais il faut toujours vivre avec notre peine. Lorsque les familles entrent dans la salle d'audience, c'est la stupeur. Elles découvrent une Monique Olivier métamorphosée. Le premier jour du procès, on voit arriver une espèce d'executive woman. Gérard Chemla, avocat des parties civiles. En tailleur, cheveux blonds courts, bien coiffés, assez élégante. Sa stratégie est claire. Elle veut se donner l'apparence d'une femme respectable pour faire oublier la tueuse sanguinaire. Et elle se fait la plus discrète possible. Monique Olivier arrive transformée physiquement. Corinne Lange, journaliste à l'Ardennais.
pour autant, elle va jouer un rôle qu'on lui connaît, c'est-à-dire qu'elle va se faire discrète. Si elle pouvait se mettre dans un petit trou de souris, on s'en rend vite compte, elle le ferait. Lors du procès de Charleville, si elle avait pu se mettre entre le mur et le papier peint, elle l'aurait fait. C'est ce qu'on appelle un mécanisme de défense. Monique Olivier fait tout pour ne pas attirer l'attention, mais son mari ne va pas lui faciliter la tâche. Michel Fourniret refuse de parler parce qu'il veut imposer aux victimes, c'est dans sa perversité, de demander le huis clos. Il arrive avec une pancarte, sans huis clos, bouche cousue. Fourniret, refusant de parler, les regards se tournent alors vers Monique Olivier, qui se retrouve bien malgré elle au centre de toutes les attentions. Va-t-elle avouer sa participation dans les atrocités commises ? Tout le monde s'interroge. Et surtout les mères, elles viennent la voir parce qu'elles veulent la regarder les yeux dans les yeux, parce qu'elles veulent comprendre comment une mère peut faire ça. Mais elles n'auront jamais la réponse, car Monique Olivier n'en démord pas. Elle n'est qu'une femme soumise qui a obéi aux ordres de son mari. Elle commence le propos par « Je suis une victime, je suis comme vous, je ne demande même pas à être excusée, vous allez spontanément me pardonner tout ce qui s'est passé. » Et là, tout le monde tombe de l'arbre en se disant « Mais comment peut-elle venir nous dire ça ?» Une stratégie de défense qui scandalise les familles des victimes parce qu'elles savent très bien que Monique Olivier a joué un rôle primordial dans les meurtres de leur fille. Jean-Pierre Laville, le papa d'Isabelle, la première victime, en est persuadé. De toute façon, la responsable, c'est elle. Et elle seule, c'est elle qui l'a enlevé. C'est elle qui l'a fait monter dans la voiture. C'est elle qui l'a amené et qui s'est arrêtée au niveau de Fourniret, qui faisait le soi-disant du stop. Donc pour moi, la responsable de l'enlèvement d'Isabelle, ça ne peut être qu'elle, Monique Olivier. C'est aussi la conviction du procureur. Le 22 mai 2008, après 2 mois de procès, Francis Nachbar livre un réquisitoire sans concession contre Monique Olivier. Même si c'est une femme, je pense qu'elle a un tel pouvoir d'emprise, de domination psychologique sur les hommes, elle peut encore être dangereuse en sortant trop rapidement de prison. C'est la raison pour laquelle il requiert pour elle, comme pour Fourniret, la peine maximale. Pour moi, des gens qui commettent des actes aussi monstrueux sont des monstres d'inhumanité et de froideur et de perversité. Je voulais obtenir la condamnation maximale pour les deux. Le procureur est implacable. Mais la stratégie de femme soumise de Monique Olivier pourrait-elle lui attirer la clémence des jurés ? Le 28 mai 2008, le verdict tombe. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Michel Fourniret, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Son épouse à la perpétuité, assortie d'une période de 28 ans de sûreté. Des condamnations sans surprise. Mais les policiers sont convaincus que le couple Fourniret n'a pas livré tous ses secrets. Alors ils vont continuer à enquêter. Monique Olivier est emmenée à la prison pour femmes de Rennes. 2 ans plus tard, en 2010, elle divorce de Michel Fourniret. Son fils, Selim, est allé la voir dans l'espoir que sa mère lui donne les clés pour comprendre la monstruosité de ses actes. Mais il va être déçu. Elle a dit au début, je suis content que tu sois là. Quand la juge lui a dit, Selim est là, est-ce que vous avez quelque chose à lui dire? Elle a dit non, je suis content qu'il soit là, mais voilà. Après, elle m'a pas demandé comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu as une famille. Aucun intérêt. Selim, fils de Michel Fourniret et Monique Olivier. L'essentiel, c'était manger le chocolat que la juge lui avait apporté. Parce qu'apparemment, Monique aime bien manger du chocolat. Ça m'a dégoûté. Je me dis, c'est quoi ça? Elle est en prison, elle est condamnée à 30 ans de prison. Et elle mange du chocolat, elle fait l'enfant. Ah, c'est bon le chocolat.
Selim découvre avec amertume que sa mère est uniquement préoccupée par elle-même et par son confort en prison. À me dire qu'elle a accès à un ordinateur en prison, avec un accès Internet limité, sur lequel elle s'amuse, tout ça, qu'elle voit des co-détenus avec des smartphones, qu'elle aimerait bien en avoir un, que ça a l'air sympa de pianoter comme ça. Je me dis, c'est quoi ça? Selim ne se décourage pas. Il essaie de lui faire prendre conscience de l'horreur de ces crimes. Je lui posais des questions qui la dérangeaient. Et j'ai vu qu'à chaque fois, elle faisait la bête. Je sais pas, ah, je connais pas, je sais pas. Elle était toujours dans le déni. Toujours, non, j'ai pas fait ça, non, j'ai pas fait ça. Ou alors j'ai oublié, je sais plus. Donc je me suis énervé, je lui ai dit, écoute, si la mémoire te revient ou si la vérité veut sortir, tu sais où je suis. Une visite qui finalement ne laisse aucun espoir à Selim sur la personnalité de sa mère. Pendant les 4 heures d'entretien, j'ai vu son vrai visage de manipulatrice, de menteuse. Aucun remords, aucune compassion. Elle veut se faire passer pour une victime qui ne sait rien, qui a été utilisée et manipulée. Alors que non, clairement. Elle ne se rend pas compte qu'il y a des familles à l'extérieur qui cherchent leur fille, qui cherchent des réponses. Les policiers, eux aussi, cherchent des réponses sur d'autres crimes non élucidés qui pourraient être attribués au couple diabolique. En prison, Monique Olivier et Michel Fourniret sont interrogés régulièrement pendant plus de 10 ans, sans succès. Mais un jour, en février 2018, coup de théâtre. Fourniret reconnaît 2 autres crimes, celui de Marie-Angèle Domès, 19 ans, disparue le 8 juillet 1988 à Auxerre, et celui de Johanna Parish, 20 ans, retrouvée violée et tuée dans l'Yonne le 17 mai 1990. Un nouveau procès est alors programmé. Un an et demi plus tard, en 2019, nouveau rebondissement. Cette fois, c'est Monique Olivier qui fait une révélation fracassante. Elle affirme à une juge d'instruction que c'est Fourniret qui a enlevé la petite Estelle Mouzin. La petite fille âgée de 9 ans avait disparu le 9 janvier 2003 à Guermantes, en Seine-et-Marne, à la sortie de son école. Une battue avait très vite été organisée, sans succès. Son père avait alors lancé un message au ravisseur. Je suis à peu près convaincu que Estelle a été enlevée. Donc le message, il est dans 2 directions. La première, c'est la personne qui a pu l'enlever, qu'elle lui rende sa liberté au plus vite. Et après, les choses se feront. La deuxième, c'est que les personnes qui ont pu voir ou qui sont dans l'environnement fassent très attention à tout ce qui peut être anormal. De longues recherches avaient été menées en vain. Les policiers avaient enquêté sur les prédateurs sexuels qui auraient pu se trouver dans la région. Interrogé en 2008, Fourniret nie et invoque un alibi. Il dit aux enquêteurs que ce jour-là, il était chez lui, en Belgique, et il avance une preuve. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de son fils, qui se trouve dans le sud de la France. Corinne Lange, journaliste à l'Ardennais. Il passait un coup de fil à son fils à l'occasion de son anniversaire. Après vérification, les policiers constatent sur les relevés téléphoniques qu'un coup de fil a bien été passé et disculpent Fourniret. Mais en 2019, Monique Olivier fait voler en éclats cet alibi. Elle va expliquer que non, Michel Fourniret ne se trouvait pas à leur domicile de Sarcustine, en Belgique, et que c'est elle qui a passé le coup de fil à son fils ce jour-là. Michel Fourniret, lui, se trouvait à l'extérieur. Fourniret pouvait donc très bien se trouver à Guermantes le jour de l'enlèvement de la petite fille. L'enquête sur Estelle Mouzin prend un nouveau départ. Reprenant les investigations, les gendarmes trouveront l'ADN de la petite Estelle dans la camionnette de Fourniret et sur un matelas dans la maison de sa sœur. Fourniret serait donc bel et bien l'assassin de la petite Estelle. Face aux enquêteurs, Monique Olivier donne également des détails sur le rôle qu'elle a joué dans cette affaire. Et Michel Fourniret
passe un soir un coup de fil à Monique Olivier. Il a besoin d'elle. Il a besoin d'elle pour garder la petite fille qui est séquestrée. Parce que lui, il a des choses à faire à côté. Monique Olivier va reconnaître avoir gardé Estelle. Didier Seban, avocat des parties civiles. Pendant un certain temps, dans la maison de Vitte-sur-Lume, qui est la maison de la sœur de Michel Fourniret. Monique Olivier, elle, va s'occuper, va garder la petite fille. Elle est vivante d'ailleurs quand elle voit Estelle Mouzin. Cette fois encore, Monique Olivier joue les geôlières sans montrer la moindre pitié pour sa petite prisonnière. Elle s'est trouvée seule avec Estelle, de ce qu'elle nous raconte. Et Estelle Mouzin lui a demandé de l'aider, de la sauver, d'appeler sa maman. Elle aurait pu parfaitement ouvrir la porte et laisser Estelle s'enfuir. Elle aurait pu parfaitement la sauver. Elle n'a rien fait. Même plus, elle a gardé Estelle en sachant ce qui allait lui arriver. Et sa participation au crime ne s'arrête pas là. Après le viol et le meurtre, Monique Olivier aide Fourniret à faire disparaître le corps de la petite Estelle en l'enterrant dans les Ardennes. Il n'a pas encore été retrouvé. Mais pourquoi Monique Olivier a-t-elle soudain dénoncé Fourniret dans l'affaire de la petite Estelle ? Avec cette révélation, elle compte peut-être s'attirer la clémence des jurés dans le procès qui vient de s'ouvrir devant la cour d'assises de Nanterre. On peut imaginer facilement que Monique Olivier ne souhaite pas finir ses jours en prison, puisqu'on le sait, elle a été condamnée à Charleville-Mézières à la réclusion criminelle à perpétuité, mais assortie d'une peine de sûreté de 28 ans. C'est-à-dire qu'elle peut prétendre à une libération avant son décès en prison. Et là, évidemment, on peut se dire, Monique Olivier, elle essaye de sauver sa peau. Si sa stratégie réussit, elle pourrait sortir de prison en 2032. Elle aurait alors 84 ans. Un pari risqué, car cette fois, Monique Olivier est seule dans le box des accusés. Elle ne peut plus se cacher derrière Michel Fourniret, décédé en 2021. C'est donc vers elle que les familles, et notamment celle d'Estelle Mouzin, vont se tourner pour obtenir la vérité. On peut espérer qu'elle donne des éléments très précis de là où se trouve le corps de la petite fille, parce que jusque présent, elle a emmené les enquêteurs toujours au même endroit, mais que le corps n'a jamais été retrouvé. C'est un des derniers secrets, très certainement de Monique Olivier, où se trouve vraiment le corps d'Estelle Mouzin. Elle le sait. Acceptera-t-elle de livrer enfin ces derniers secrets ? Une chose est sûre, les magistrats et les experts qui l'ont entendue ont tous été frappés par sa détermination et sa froideur dans l'exécution des crimes. C'est grâce à elle qu'on enlève des enfants, c'est elle qui attire les enfants. Cédric Vizard de Beaucarmé, procureur du roi au tribunal de Namur. Elle sait que ses enfants vont être violés et vont mourir, et rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. À un moment donné, je lui ai dit, mais madame, quand même, simplement, on va pas parler des crimes de sang, on va parler des viols. Jean-Luc Ployer, psychologue expert auprès des tribunaux. Violer, quand même, une jeune fille. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, madame, en tant que maman ? Elle me dira, vous savez, monsieur l'expert, d'un viol, on n'en meurt pas. Elle a été le bras armé de Fourniret, et il y a un psychologue qui dit que c'est elle qui lui a donné son permis de tuer. Francis Nachbar, ancien procureur de la République de Charleville-Mézières. Et Fourniret lui-même le dit, je cite vraiment entre guillemets, sans elle, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Donc ça montre bien toute l'importance de Monique Olivier. Son fils Selim, lui, n'attend plus rien de ce nouveau procès. Aucune attente, j'ai rien à lui dire. Pour moi, elle est morte. Qu'elle coupe en prison, voilà c'est tout.